Bonjour, je m'appelle Amélie Essad, je suis enseignante-chercheuse à l'Université Pierre-Marie Curie. Je fais ma recherche dans les domaines des environnements informatiques pour l'apprentissage humain et je m'intéresse tout particulièrement au suivi du joueur apprenant dans les jeux sérieux. Dans cette vidéo, j'aborde la problématique de la scénarisation dans le jeu sérieux pour l'apprentissage. Je présenterai ce que j'entends par scénarisation dans les jeux sérieux. Dans le cadre de cette vidéo, je ne m'intéresserai pas à la scénarisation ludique du jeu. Je vous présenterai un modèle qui permet une scénarisation didactique de jeux sérieux. Ce modèle est bien adapté aux jeux sérieux composés d'activités de jeu séparées, par exemple le jeu sérieux réfraction. Ce modèle ne s'applique pas donc à des jeux que nous ne pouvons décomposer en étapes ou activités. Cependant, pour l'appliquer, nous avons deux contraintes. Disposer d'un modèle du domaine, c'est-à-dire un modèle didactique qui décrit l'ensemble des connaissances que couvre le jeu et leur interconnexion, et ensuite disposer d'un modèle de l'apprenant, c'est-à-dire un modèle qui renseigne le niveau d'acquisition des connaissances et des compétences par un apprenant. L'objectif de la scénarisation est d'identifier à la fin de chaque activité de jeu quelle activité suivante proposer à l'apprenant. Un défi majeur de la scénarisation dans les jeux sérieux consiste à trouver un équilibre entre jeu et apprentissage, mais aussi un équilibre entre défi ou challenge à présenter à l'apprenant et capacité de l'apprenant joueur à réaliser les activités du jeu sérieux. Nous rappelons que ces facteurs sont importants pour maintenir l'apprenant motivé, en immersion dans l'activité et le garder dans un état de flow. Ainsi, il est important de ne pas interrompre cette immersion et cet état de flow et prévoir une scénarisation qui s'adapte au niveau cognitif de l'apprenant et à sa progression de manière non invasive. Ainsi, l'idéal serait d'avoir une scénarisation ou une progression en escalier où la difficulté de l'activité dépend du niveau de l'apprenant. Comme vous pouvez le constater sur la courbe à gauche, maintenir le flow permet d'éviter deux problèmes majeurs. D'une part, l'ennui du joueur dû à des activités trop faciles et d'autre part, l'anxiété du joueur qui peut se produire lorsque les activités sont trop difficiles. Différentes approches de scénarisation ont été proposées dans la littérature et la recherche en EIAH. Celle que nous avons choisi de vous présenter ici est la Competence Based Knowledge Space Theory, ou la CBKST. En particulier, cette approche a été utilisée pour adapter des scénarios de jeux sérieux. Vous pouvez consulter à ce propos les travaux de Keckmeyer-Rust de 2010 et de Mellero de 2015. La CBKST est une extension de l'approche comportementale KST de Doignan et Fallman, datant de 1999. L'idée consiste à considérer que le modèle du domaine à apprendre est un ensemble de compétences reliées entre elles par des liens de précédence. CBKST s'appuie ainsi sur une structure de graphe et utilise trois concepts clés. D'abord la relation de précédence qui relie les compétences entre elles, ensuite des états de compétences et enfin un graphe qui relie ces états. Dans un modèle du domaine, une relation de précédence entre les compétences A et B, par exemple, indique que la compétence A est un prérequis pour acquérir la compétence B. Inversement, si l'apprenant maîtrise la compétence B, cela suppose qu'il maîtrise également la compétence A. À partir du modèle du domaine à gauche, nous pouvons calculer les états de compétences à droite. Ces états de compétences sont les nœuds et représentent en fait les combinaisons admissibles de compétences simples. Bien sûr, toutes les combinaisons ne sont pas admissibles. Par exemple, compte tenu de la relation de précédence qui existe entre B et D du modèle du domaine à gauche, l'état AD ne peut pas être considéré comme un état de compétence admissible, car pour travailler la compétence D, il est nécessaire d'avoir travaillé préalablement la compétence B. Enfin, la structure de compétences représente en fait le graphe de l'ensemble des états de compétences admissibles reliés par la relation d'inclusion ensembliste et formalisés par un diagramme de Haas.
Par exemple, sur le diaporama, le graphe de droite représente la structure de compétences calculée à partir du domaine décrit par le graphe à gauche. Pour atteindre l'état de compétence A, B, D, cela suppose, dans l'ordre, l'acquisition de la compétence A, ensuite l'acquisition de la compétence B et enfin l'acquisition de la compétence D. Dans la théorie CBKST, on ne considère qu'une seule nouvelle compétence élémentaire à étudier à la fois par un apprenant. Cette structure infère tous les chemins menant l'apprenant de l'état vide, où il ne connaît rien, à un état où il a acquis toutes les compétences. Il faut remarquer que la relation de précédence entre les compétences, dans le modèle du domaine, réduit les chemins d'apprentissage pour un apprenant. Ainsi, plus le modèle du domaine est contraint par des relations de précédence, plus le nombre de chemins est limité et le scénario tend donc à être linéaire. Ainsi, la structure à droite inclut 9 états de compétences au lieu des 64 états possibles. Vous pouvez également remarquer qu'il existe 5 chemins possibles pour atteindre l'état final à partir de l'état initial. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.